Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Monique. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette histoire, je vous invite à appuyer sur pause et à écouter l'épisode précédent. Vous allez voir, ça vaut le détour. Pour les autres, nous retrouvons Monique, que nous avions quittée à une exposition de peinture. C'est là qu'elle rencontre Jacques, son futur mari, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle s'apprête à vivre avec lui une vie où tout a besoin d'avoir du rythme. Parce que l'ennui ne fait pas partie du vocabulaire de ce nouveau couple, Monique va nous raconter comment sa vie prend un tournant inattendu, peut-être pas si inattendu que ça après tout. Alors un petit conseil, installez-vous confortablement pour découvrir la suite, car je vous préviens, ça va remuer. Bonne écoute! C'est simple, j'ai 20 ans. Mes parents ont une amie, Tante Mon, qui est peintre et qui fait un dimanche un vernissage à Vernouillet. Mes parents, ne pouvant pas aller à ce vernissage, me disent « Bon, bah, écoute, tu y vas, et puis tu dors chez Tante Mon et tu reviens demain matin. » Donc je vais au vernissage, et du coup, j'arrive dans la salle où il y avait l'exposition, mon futur mari, Jacques, était en train d'accrocher des tableaux. Et moi, lui disant, non, celui-là, il est pas bien là, et puis celui-là, il est là, nanana. Et nous, bien sûr, nous nous mettons à discuter tableau, littérature. Et il m'annonce qu'il arrive de Madagascar, et qu'il est là pour un moment assez court, qu'il repart. Son père part à Madagascar célibataire, avec 2 autres ingénieurs. Son père est ingénieur agro. Et ils achètent des terrains à Madagascar, et ils font pousser une plante qui va donner de l'huile pour les moteurs de voitures. Il a une très grosse exploitation, vraiment quelque chose de très important. Et là, ça a été un mariage arrangé. Il revient en France pour je sais pas quoi. Et là, on lui présente ma belle-mère. Mais c'est arrangé tout ça. Avant qu'il arrive, tout avait été arrangé. Il s'entend très bien avec sa fiancée, si tu veux. Il se marie tout de suite. Ils sont partis en bateau. Et donc, Jacques est né donc à Madagascar. Voilà. Et mon beau-père est mort à Madagascar. Et le soir, on devait tous dîner chez Tante Mon. Là aussi, il y a tout à fait normal. Mais c'est vrai que Jacques est resté discuter avec moi presque tout le temps. L'apéritif, il l'a passé à côté de moi. Nous allons passer à table, on lui place une jeune femme à côté de lui, et j'entends Jacques qui dit non, vous mettrez Monique. Quand on discutait, on va continuer la discussion, je n'ai pas vu la gaffe qui se préparait, je n'ai rien vu du tout arriver. Donc on est resté à table, bien sûr, nous avons discuté encore un coup. Et puis, à lui retourner sur Paris avec sa mère qui était là. C'est vrai que pendant le repas, tout le monde avait une tête pas très joyeuse. Mais moi, je comprenais pas, j'étais bien, le repas était bon, non, tout allait bien. Et puis, à cette époque-là, Jacques fumait la pipe. Et c'était au moment où il y avait le tabac Amsterdammer qui sentait, c'était agréable que quelqu'un fume devant. Et à l'école, j'avais une amie suisse qui rentrait en Suisse tous les 15 jours et qui ramenait du tabac. Et Jacques me dit, j'ai du mal à en trouver. On avait du mal à se repérer à cette époque-là. Oh, je lui dis, mais moi, il n'y a pas de problème. Je demande à mon amie, elle s'appelait Suzanne, je demande à Suzanne, il te ramène 2 paquets. Pas de problème. Ah bon, alors ça c'est formidable, donc on peut se revoir. Je lui dis, mais bien sûr. Je lui dis samedi prochain, normalement je pense que je les aurai. Et je lui donne rendez-vous au petit bar qui était à côté de l'école où tout le monde se réunissait là. Manque de chance, c'est que Suzanne n'est pas allée en Suisse. Donc 8 jours après, Jacques vient. Il n'y avait pas l'Amsterdammer. C'est pas grave, on met ça 8 jours après. Ah oui, mais dans la semaine, je peux venir prendre un café avec vous? Mais bien sûr. Ah, c'était un bel homme. C'est 1m89. Dans ma petite tête, je m'étais toujours dit, j'épouserai un homme plus grand que moi. Donc déjà là, il y avait un bon point. Je vais être un peu bêcheuse.
j'avais beaucoup d'hommes qui me faisaient la cour. J'étais pas mal, ça c'est certain. Et j'ai eu des propositions, mais qui ne m'intéressaient pas. Mais ça, non, ils m'intéressaient pas. On va pas aller plus loin. Mais c'est vrai que, bon, on se voit, on parle de beaucoup de choses et on sent que ça prend de l'importance. On a essayé de voir tous les problèmes. Si on voulait se marier, si on voulait avoir des enfants, comment élever nos enfants, notre religion. Si tu veux, Jacques était très amoureux. Ça, ma belle-mère lui en voulait. Parce qu'elle avait prévu qu'il se marie avec la jeune fille qui était là. Et j'ai cassé le mariage, mais sans le savoir, donc elle m'en voulait. Moi, j'étais amoureuse, mais pas autant que lui. Là, c'est sûr que je l'aurais fait venir à 1h du matin, il serait venu à pied. Et alors, c'est que j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Monique. Et alors, le jour du mariage de Monique, en juillet, Jacques m'accompagne pour aller à la messe. Et devant l'église, il y a un petit parc. Donc avant de les voir arriver, on va s'asseoir dans le parc. Et là, il me demande en mariage. Ça me donne un coup. Donc, et puis alors, il me dit, c'est vous, c'est non, hein, c'est pas dans 8 jours. Bon. Et là, il y a un problème qui se pose pour nous. Nous sommes au mois de juillet. Jacques avait repassé un examen agricole pour aller à Madagascar, à retourner à Madagascar, au génie rural. C'est un examen sur l'agriculture de Madagascar, en particulier. Comment on va aller faire planter du maïs là-bas. Il était très fort en calcul, très 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 fort. S'il était reçu, il faisait 1 an en France. S'il était recalé, il partait fin octobre. Je le sais. Non, je le sais. Je ne suis pas prise au dépourvu. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Maman me disait souvent, mais il paraît que toute petite, je disais toujours, j'irai dans les pays chauds. Toute petite. Et maman me disait, ça nous fait rire, parce que je ne voyais pas comment tu pouvais aller dans un pays chaud. Et maman me disait, mais tu l'as dit dès l'âge de 4 ans. J'irai dans un pays chaud. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà. Pour moi, c'était pas un problème, partir à Madagascar. Je partais à l'aventure, hein. Les parents étaient paniqués. Du moment que j'étais avec Jacques, j'étais pas paniquée. J'ai pas eu des fiançailles d'1 an comme ça, c'est à cette époque-là. On a fait les fiançailles à la maison, le mariage à Saké, Portrieux, et en réalité, Jacques a été reçu. On n'est pas parti et on a vécu 1 an en France. De là, il est envoyé un stage dans le Gers, où j'ai quelques problèmes de santé. Et là, on se retrouve avec 2 autres couples qui vont partir aussi à Madagascar. Il y en a un qui est comme Jacques, qui a vécu déjà là-bas et qui est revenu passer son examen, il est reçu. Donc on est 3 dans un mât, où les propriétaires, c'est papy et mamie, des gens adorables, qui n'avaient pas eu d'enfants. Alors là aussi, on allait à la messe, et un jour je vais à la messe le dimanche avec Jacques, et une des personnes qui était avec nous, qui s'appelait André, et qui était aussi grand que Jacques. Donc on arrive au début de la messe, je suis dans le fond, encadré de mes 2 hommes, le curé me voit et me dit, la jeune là-bas, tu viens devant. Et je ne bouge pas. Et Jacques et André ne bougent pas. Il me rappelle, il me dit, toi la jeune, tu viens devant. Je bouge pas, je dis, mais tu vas m'entendre, toi. Donc, on assiste à la messe. Puis à la messe, j'y vais. Alors, je lui dis, mon père, d'abord, je suis mariée. Je vous présente mon mari. Et je ne vois pas pourquoi je ne pouvais pas rester entre, à cette époque-là, t'avais encore les femmes qui étaient séparées. Et moi, je faisais scandale. Dans les églises, les femmes à droite et les hommes à gauche. Ou vice-versa, ça dépend. Après le Gers, je fais mes valises et je suis enceinte. Alors, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, ça n'existait pas à cette époque-là. La grossesse elle-même se passe bien, mais j'aurais fait un rétrécissement mitral qui est quand même très important. Enfin bon, j'ai des problèmes. Je revois des médecins et avant de partir... Ah oui, et on pense aussi que j'ai pu faire une tuberculose. Je fais la complète. Et on avait dans la famille un cousin, Toubib, je le verrai toujours, qui dit à Jacques, elle part avec toi ? Oui. Bah, tu la ramènes entre 4 planches.
Et il me regarde, il me dit, tu y vas? Je dis oui. Je suis mariée, je pars. Donc ça n'a pas tellement plu à tout le monde. Parce que tout le monde voulait que je reste, moi, pas question. Donc on est parti, on est arrivé. 18 heures de vol, arrêt à Khartoum à minuit avec 40 degrés. On arrive à Mada, à Ivat. Je me suis mariée le 26 octobre. J'arrive à Ivat le 26 octobre, l'année d'après. On est reçu par une tante de Jacques, malgache, qui était mariée donc à un oncle de Jacques, français. Adorable. Une petite bonne femme. Pas haute du tout, mais adorable, parlant français impeccable, enfin bon. Et qui a une grande maison qu'on appelle le château, à Fianard. Et Jacques, lui, est nommé ce qu'on appelle dans le sud. Donc il me dit, écoute, tu sais pas, tu restes là, tu vas voir les Toubibs, tu accoucheras là, il n'y aura pas de problème, je viendrai. On ne connaît pas aussi. Fianard, 1 mois de pluie. Alors moi, je suis allée à Madagascar, c'est pas 1 mois de pluie, moi, il n'en est pas question. On avait que le téléphone qui passait une fois. J'arrive à voir Jacques et je lui dis, je pars. Tu viens où? Je vais te retrouver dans le sud. Là, je dois être enceinte déjà de 5 mois. Mais tu te rends pas compte? Mais si, je vais te retrouver dans le sud. Donc, tante m'amène en voiture dans un village qui s'appelle Madakar, Chaleur, grosse chaleur. Et elle repart, et l'hôtel dit oui, j'ai des chambres. 20 ans. Je me retrouve dans une chambre de passe, avec des gens qui hurlent à côté. Et il y avait un militaire qui vient et qui me dit, écoutez, madame, si vous avez peur, je suis la pièce d'à côté, tapez, je rentre, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas dormi parce que les draps n'avaient pas été changés. Le lendemain matin, on a ouvert nos portes ensemble. Vous avez dormi? Non, moi non plus. Bon. Et là, je prends l'avion. Et j'arrive à Fort-Dauphin. Il fait chaud. Jacques m'attend. Et là, nous partons à 50 km de Fort-Dauphin. En pleine brousse, mais complètement la brousse complète. Dans une villa extraordinaire, magnifique. Les murs à 1,50 m, donc pas de chaleur. Enfin, un truc magnifique. Les cuisines à Madagascar ne sont pas dans les maisons, sont toujours à l'extérieur de la maison. Pas d'eau. Donc tous les matins, il y a 2 ouvriers qui vont chercher un fût d'eau, qui le mettent au-dessus des toits, et on fait couler l'eau. Tu te laves avec de l'eau qui a quand même décanté, mais qui est pas claire. Hein. Et puis on met de l'eau dans un seau où il y a ce qu'on appelle la bougie. Et dans cette bougie, il y a du charbon qui filtre l'eau que tu peux boire. Et il y avait un cuisinier. Un petit, gros. Jacques me dit, t'as pas peur? Non. Ben, il a tué son père. Voilà. Donc, on nous l'a prêté. J'étais discuté avec lui. Il parlait à peine français. On s'entendait bien. Pas de problème. Et là, on se dit, bon, il faut quand même que j'aille accoucher quelque part. Donc, on va 15 km de là, dans un petit village, je me souviens pas le nom. Hôpital français. Je vois le médecin-chef, qui me voit enceinte, bien sûr, et qui me dit « Ah non, je peux pas. Vous repartez d'où vous venez. » Je dis « Pourquoi ?» Le médecin le géorgien est absent, donc je peux pas vous garder. Bon, alors on fait un truc. J'en attends un nouveau chirurgien vers le 1er janvier. S'il est là, je vous appelle et je vous le dis. S'il n'est pas là, je vous appelle et vous prenez le premier avion. Bien, on rentre à la maison. Jacques, devant partir des fois en tournée, moi je fais du tir au pistolet. J'aime ça, ça me débrouille. Un jour, on a une visite la nuit, on tire, on l'a loupé heureusement parce qu'on en aurait quand même bavé. Et puis, au 1er janvier, coup de téléphone. Et j'entends le médecin qui me dit « Vous entendez l'avion qui passe au-dessus de vous ?» Je dis « Oui, vous devriez être dedans. » Et je dis « Qu'est-ce que je fais ?»« Vous vous débrouillez, vous prenez un avion, moi je vous prends pas. » Là, ça se complique. On est début janvier. On va à Fort-Dauphin. On trouve un avion qui vient bien sur Tuléar. Je prends l'avion vers le 2 janvier. Et là, le pilote accepte de me prendre. Il y a des trous d'air, ça permet à Marie-Florence de descendre plus vite que prévu, mais c'est pas grave. Et je connais toujours personne. Et j'arrive à Tuléar, où un Français qui s'appelle Jean Capdevielle, qui sont devenus de très bons amis,
vient m'attendre et me dit, bon, bah, écoutez, je vous mets à l'hôtel français qui était tenu par un jeune couple. Bon, une chambre correcte, pas le grand luxe, mais enfin. Et Jacques est venu me rejoindre 3-4 jours après, au moins. Il a trouvé une petite villa par le génie rural, oui. Et quand je suis arrivée à Tuléar, c'est vrai qu'il faisait 40, hein, le médecin m'a dit, non, vous repartez, attends, parce qu'on va peut-être manquer d'eau. Je dis, attendez, les femmes, elles gâchent là. Elles n'accouchent pas chez vous? Comment elles font? Bah si, bien sûr que si. Eh ben, je lui dis, moi, je ferai comme les autres. Vous m'accoucherez. Et oui, et alors, avec un rétrécissement mitral, il fallait surtout pas forcer, si tu veux. Donc, on m'a à moitié endormi. Juste que Marie-Flodin, ça n'a pas duré longtemps. Et après, j'ai eu le droit, ça, tu vois, le décollement de placenta à la main. Et Marie-Flo est née le 26. Et on avait comme médecin, qui était chirurgien, qui s'appelait Cantor. Cantor, c'était le beau-père de Coluche. Donc j'ai connu la fille de Cantor, la femme de Coluche, qui a tenu Marie-Flo dans ses bras pour la première fois. C'était un très beau chirurgien. Jacques est rentré après à la banque malgache. Il a trouvé qu'il serait mieux dans la banque. Et comme il était très bon en maths, en banque, ça t'aide beaucoup. Hein. Jacques disait toujours, t'as 1 centime d'erreur, t'as 1 euro d'erreur, tu recommences tout. Moi, j'ai recommencé de la compta, tu peux pas savoir. Mais il avait raison. On a eu le droit d'aller à Majinga, d'abord, où est né Jean Patou. Et puis de là, a fallu qu'on retourne sur Tuléar, parce que le directeur qui avait été nommé à notre place est mort d'un tumeur au cerveau. Il fallait reprendre l'agence en vitesse. Donc on est reparti sur Tuléar. Les femmes se réunissent ensemble, souvent. On est très BCBG, on aime bien avoir de jolies robes, on aime... Donc chaque fois qu'il y a un arrivage, on connaît le jour, ça va, les tissus vont arriver, donc il faut choisir les robes, les tissus, après il faut faire habiller les enfants, il faut faire des goûters d'enfants. Bon, ça fait passer le temps, c'est pas tellement instructif. On reçoit beaucoup, on sort beaucoup, on fait des bals costumés. On a passé de bons moments, hein, il faut pas croire. Et puis arrive malheureusement que Jacques attrape la tuberculose et on hésite de rentrer en France. Il y en a qui nous disent tu sais, ici à Madagascar on soigne aussi bien qu'en France. D'autres qui nous disent avoir des produits tu les auras peut-être pas. Et Jacques part à Tadanarive pour passer un examen et dans l'avion il retrouve un Français, Toubib, et bien sûr il lui en parle et cet ami lui dit écoute tu vois, même moi Toubib, j'ai la tuberculose, je rentre en France, je m'amuse pas avec ça. Et il revient et il me dit, je me fais rapatrier. On rentre. Là, tu prends un coup quand même, puis j'attends pas. Et du coup, on est rentré en France. C'est comme ça que nous sommes revenus en France. Jacques allait quand même voir tous les 6 mois s'il pouvait repartir ou pas au ministère. Oui, vous pouvez partir. Non, vous pouvez pas repartir. Voilà. Donc, tant que ça a été non, je me suis dit un jour... Ils diront oui, quoi, je ne m'inquiétais pas. Et un jour, on va déjeuner chez maman et papa. Papa devait être au tribunal. Et à table, au milieu du repas, Jacques me dit, on repart plus à Madagascar. Et ça, je reconnais que je m'y attendais pas et je me suis mise à pleurer. Je m'attendais pas, alors que je voulais pas repartir tout de suite. Je sais pas. C'est peut-être le fait où on me dit non, c'est du terminé. C'est tout un pan de vie qui s'arrête. Il faut l'admettre. Donc, il a repris au génie rural de Versailles. Et on habitait Orgerus. Jérôme est né donc en 68. Un jour, il rencontre une personne qui lui dit « Écoute, on est 3-4, on a une mine d'ardoise en Bretagne, est-ce que tu veux la reprendre ?» Et comme j'avais un mari très casse-cou, il n'y a pas d'autre mot,
très chercheur, tout ce qu'il pouvait chercher, il le cherchait. Et il rentre le soir et puis il me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Si tu veux, on y va, si tu veux pas, on n'y va pas. Il me dit, écoute, t'as fait l'Afrique, tu peux pas voir pire que ce que t'as vu. Donc, à toi de décider. Et Jacques était toujours un passionné, c'est ça. Le lendemain, on lui aurait proposé d'aller sur la Lune, il partait sur la Lune, il n'y avait aucun problème. Et moi, j'étais prise entre deux feux toujours, parce que j'avais les enfants quand même derrière. Bon, je me suis dit, c'est vrai, l'Afrique, je l'ai fait, hein. Et je dis, bon, on part. Ok, on s'en va. Donc, on a quitté Paris, enfin la région parisienne, pour venir nous installer en Bretagne. Et nous sommes passés, bien sûr, en bretonnant. Ben, je peux vous dire que la Bretagne, c'est pas l'Afrique, mais c'est pire. Pour un breton, il faut que vous fassiez vos preuves pendant 7 ans. On vous fait des sourires, il n'y a pas de problème. On vous prendra peut-être un café, pas de problème. Mais vous invitez pour dîner ou déjeuner, alors là, on va étudier la question. Et il faut un certain temps. Alors qu'en Afrique, quand même, ça passe ou ça passe pas. Ça passe pas, on n'invite pas, ça s'arrête. Si ça passe, on invite. Voilà. Donc ça change quand même beaucoup. Quand je suis arrivée là, ça, c'était une obligation que je travaille. Donc, je suis rentrée comme secrétaire des mines, déclarée, et j'ai travaillé donc à la mine de Sainte-Tréfine. Et puis en même temps, on avait des ouvriers, ça arrivait tous les jours, qui avaient un problème de santé. Je m'en occupais, quoi. Jacques fait Sainte-Tréfine, fait ensuite Carwelzé, qui est une autre mine qui ferme toutes les deux, comme c'est un chercheur. Il trouve qu'il faut trouver quelque chose pour allumer le barbecue plus vite que les autres, et il se met à chercher. Ça m'a coûté quand même 2 cocottes minutes, ces essais. Hein. Bon, et il finit en cherchant, en trouvant que s'il met de la paraffine sur du charbon de bois, c'est le moment de mettre une simple allumette, ça s'enflamme tout de suite. Il n'y a plus à attendre. Il étudie, bien sûr, il faut les dosages, donc tout ça, ça le passionne. On fait tout ça. Il monte une usine à Guingamp. Alors là, il faut dire qu'il y a des concurrents qui arrivent parce qu'ils sont aperçus que ils n'avaient pas trouvé avant. Et dont un a trouvé un truc, c'était du gel qu'il mettait, lui. Et que Jacques n'avait pas trouvé. Donc, on a coulé petit à petit comme ça. Voilà. Alors, il fallait que Jacques continue à chercher en réalité. Bon. Donc, Jacques arrête ça. Il trouve une autre invention. C'est ramasser les œufs des poules. Donc, il invente un plateau qui s'enroule, si on veut, et qui est mis sous les cages à poules. Elles pondent et l'œuf continue à partir. Il fait un brevet, une chose qui a marché. Et maintenant, je m'aperçois que justement, le système de Jacques est encore utilisé dans certaines fermes. Donc ça a marché un bout de temps. La personne avec qui il était, je ne sais pas, a fait un problème, il y a eu quelque chose. Donc ils ont arrêté ça. Ils se sont mis à faire des cages à veaux avec du bois dur comme du fer. Et j'en ai monté des cages à veaux. Parce qu'ils étaient contre les veaux qui vivaient attachés à la corde. Donc il a voulu trouver quelque chose. Il a trouvé, bien sûr. Il n'aurait pas trouvé. Bon, mais il a trouvé, ça a mis du temps, mais il a trouvé. Donc on a fait des cages à veaux. On a arrêté de faire les cages à veaux. Et puis il s'est remis dans les ardoises comme couvreur. Mais avec des chantiers sur Paris. C'était le gros truc. Moi, je me voyais partir à Paris le matin et revenir dans la nuit. Quand Jacques se déplaçait, je faisais chauffeur. Je voulais pas qu'il conduise. Ce qui lui permettait de lui dormir, ce qui était normal. Hein. Lui, il montait sur les toits après voir ce qui se passait. À sa retraite, les enfants et les amis avaient pris un billet d'avion pour qu'ils repartent à Madagascar. Et puis, il avait comme ami une personne qui adorait Madagascar, qui ne voyait que par Madagascar. Donc Jacques part avec lui, moi je reste ici en France. Au bout d'un mois, je reçois un email en disant je rentre pas, je reste pour des travaux. Je le prends très mal. Marie-Flo, encore plus mal que moi. Et qui téléphone à son père et qui te l'engueule. Et il lui dit, mais non, j'ai tout prévu. Il y a un billet d'avion, ta mère vient me retrouver.
Ah, mais moi, je suis toujours partante. Hein. Donc, je repars à Mada. Alors là, on ne reste pas un mois, je crois. On reste à peine 3 semaines. Jacques repart sans moi, je crois. Oui, pour trouver une villa à Tuléar. Donc, 2 mois après, il trouve... Enfin, moi, je le rejoins. Et on a commencé à faire nos va-et-vient. Voilà. Et le chercheur, toujours chercheur, commence à se dire, pourquoi je ne ferais pas un élevage de poulets? Il y avait le terrain pour. Je vais bâtir un abattoir mais aux normes de la France. Les Malgaches applaudissant, ils n'en avaient pas. Pourquoi pas? Donc on tuera les poulets, on les débitera, on les congelera et on les vendra. Et en même temps, je fais un élevage d'œufs. Donc tous les jours, Bibi allait compter les œufs, les mivrets, les machins. Et puis, donc, on revient, mais en alternance, quoi. Voilà, des fois, je restais 3 mois, des fois, je restais 2 mois. Ça dépendait ce qu'il y avait à faire. Alors, la spiruline, c'est que il trouve un étang, et l'étang est vert. Et nous, en bon français, on dit, oh là là, c'est pollué, c'est infect. Et là, il y a des enfants qui plongent. Et je me dis, mais j'aurais tout vu à Madagascar. C'est pas possible. Mon chercheur, il en prend, il fait analyser, et on lui dit, mais c'est formidable. C'est une survie pour tout le monde. Alors là, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit là? Et rebolote, on refait des bassins. Donc là, il étudie quand même comment on cultive la spiruline, comment on la récolte, comment on peut la manger, qu'est-ce qu'elle donne comme protéines, enfin, de glucides, et voilà. Il met tout ça en route. Il faut trouver des boîtes, tout ça, on monte un laboratoire, en plus. Donc, on fait en même temps poulet, les œufs, on abandonne, on fait poulet et on fait labo. Mais il faut former, donc, c'est moi qui forme le labo. Et on monte donc la spiruline de Madagascar, c'est la seule qui est naturelle. Et là, catastrophe, c'est que depuis 2 ans, il pleut pas. Le mot expérience me gêne. Me gêne parce que j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments. Moi, je trouve que la vie s'écoule, chacun un rythme différent pour chacun. Mais ma vie, c'est un grain de sable dans l'océan. Je suis tellement lucide. Et moi, je trouve qu'on est tellement un grain de sable sur cette terre. Tu profites de ce que tu peux profiter. Mais il faut savoir, surtout pas être négatif. Ça, par contre, ça, c'est une chose que je ne suis pas, je pense pas. Et ça, c'est très important. Il y a toujours du positif. Et des fois, il est minime, attention. Hein. Mais si on le cherche, on va le trouver. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Je tenais à adresser un immense merci à ma grand-mère pour sa confiance et pour ce moment passé ensemble à parcourir son histoire. Merci à Martin Poujon pour son travail remarquable sur l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!